Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 13e tuto consacré à Art. Pendant que je déroulais la playlist Eurothérapie, Art est sorti dans sa version 1.0. Je l'ai bien entendu immédiatement testé et je me suis rendu compte qu'Art était en train de réussir le pari audacieux de réunir en son sein le meilleur d'Eurothérapie et une correction de tout ce qui n'allait pas dans Eurothérapie. Eurothérapie est un logiciel de traitement d'images numériques, il n'est pas spécialement orienté photo. Art réussit ce pari, justement, de transformer Eurothérapie en un logiciel photo à part entière, avec un pipeline cohérent, des outils de retouche locale absolument formidables et une refonte de la manière de penser, de la logique même du logiciel. Alors même que je déroulais cette nouvelle playlist de Art afin de permettre aux utilisateurs d'Eurothérapie de faire un choix entre les deux logiciels, je renvoyais aux questions classiques sur l'interface les abonnés de la playlist Art sur la playlist Eurothérapie. Mais à mesure des tutos, je me suis rendu compte que bon nombre d'abonnés sont venus directement sur la playlist de Art sans passer par la case Eurothérapie. Il y a donc toute une succession de questions qui me sont posées sur l'interface et je me rends compte qu'il manque quelque chose à cette playlist. Je vous propose donc, pour certains, une piqûre de rappel et pour d'autres, une découverte de l'interface, du navigateur de fichiers et d'autres outils qui vont vous rendre des milliards de services et qui vont vous permettre de prendre Art à part entière. Allez, à tout de suite. Voici Art et voici Eurothérapie. Eurothérapie, Art. Comme vous pouvez le constater, les deux interfaces sont très similaires. C'est normal, car Art est un fork d'Eurothérapie. Si les deux logiciels sont en apparence similaires, il n'en demeure pas moins qu'il y a de grosses différences entre Art et Eurothérapie, surtout au niveau de l'éditeur. Dans Eurothérapie, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas dans Art, qui n'existent plus exactement dans Art, car elles ont été supprimées et remplacées par d'autres plus orientées photo. Depuis, dans Art, d'autres fonctionnalités ont été implémentées et créées spécialement pour Art, ne dépendant plus d'Eurothérapie. Il y a donc dans l'éditeur quelques petites différences, mais dans l'ensemble, les deux logiciels se ressemblent énormément et vous n'aurez aucune difficulté à passer de l'un à l'autre, hormis sur l'utilisation de quelques outils spécifiques à l'un ou à l'autre des deux logiciels. En ce qui concerne l'interface, le navigateur, la file d'attente, etc., beaucoup de fonctionnalités sont communes, mais se distinguent par quelques petites subtilités que nous allons voir dans ce tuto. Mais nous n'allons voir que les spécificités liées à Art, cette fois-ci. Promis, on oublie Eurothérapie. A tout de suite. La première chose qu'il vous faut comprendre, c'est la philosophie générale du logiciel. Nous avons donc à notre disposition trois onglets majeurs. Le navigateur de fichiers, c'est celui par lequel vous allez donc, comme son nom l'indique, naviguer dans vos fichiers, y faire des tas de petites choses comme y mettre des annotations, des étoiles, des couleurs, bref, nous verrons cela un petit peu plus tard. Nous allons pouvoir filtrer, trier, chercher, filtrer. Et nous aurons aussi la possibilité d'inspecter nos photographies sans passer par la case éditeur. Vous aurez dans cette interface, dans cet onglet de l'interface, bien entendu, la possibilité de naviguer dans vos arborescences de fichiers. Nous allons voir cela dans un instant. Nous avons un deuxième onglet majeur qui est la file d'attente. La file d'attente est, comme son nom l'indique, un onglet dans lequel vos photos en attente d'être développées vont venir être stockées. Dans cet onglet file d'attente, vous allez pouvoir en changer le sens, la qualité, la destination. Vous pourrez les lancer automatiquement ou bien les temporiser. Bref, vous pourrez faire des tas de petites choses très intéressantes. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, vous avez la fenêtre de l'éditeur, fenêtre à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir effectuer vos retouches. Nous allons donc voir ces trois onglets un par un et regarder un petit peu quelles sont les possibilités qu'ils vous offrent en termes de fonctionnalité. A tout de suite. Commençons, si vous le voulez bien, par ce qui est à gauche de l'interface. Nous avons donc les trois onglets majeurs, navigateur, file d'attente et éditeur. Vous remarquerez que je peux passer de l'éditeur au navigateur de fichiers sans être obligé d'en fermer un, comme dans d'autres logiciels, lorsque l'on est obligé, par exemple, de passer de la bibliothèque à la fenêtre d'édition. Pardon. Ici, nous avons une barre de progression qui vous indique la progression de la tâche en cours. Ici, nous avons un picto qui nous permet d'ouvrir le créateur de profil ICC si vous voulez en créer pour votre système. Et vous avez ici, bien entendu, le centre névralgique de votre logiciel. J'ai nommé les préférences classées par onglet qui vont vous permettre de régler tous les paramètres de votre logiciel. Enfin, vous trouverez un picto qui vous permettra de passer votre logiciel en plein écran pour plus de confort. Vous avez ici des emplacements
types, mais des emplacements que vous pouvez enrichir avec de nouveaux répertoires. Si par exemple ce tuto Art 12, je veux le mettre en haut pour y aller plus souvent, il me suffit de cliquer sur ce plus et vous voyez que celui-ci se retrouve là. En cliquant dessus, j'aurai accès à mon répertoire favori plus facilement. Si celui-ci n'est plus aussi favori qu'il ne l'était au début, il me suffit de cliquer sur le moins et de le supprimer. Enfin, vous avez un menu déroulant fichier récent qui vous permet d'ouvrir les répertoires que vous avez ouverts récemment. Si par exemple je sélectionne celui-ci, je me retrouve sur le répertoire Le Loup sur 7. Il y a ici dans ce menu déroulant une quinzaine de fichiers récents, mais je peux en faire varier le nombre en me rendant dans les préférences, navigateur de fichiers, et aller chercher ici, vous voyez, le nombre maximum de dossiers récents. Si je réduis ceci à 10 et que je clique sur OK, je n'ai plus que 10. Je n'aurai plus au redémarrage du logiciel que 10 répertoires récents dans ce petit menu déroulant. Vous l'aurez compris, à chaque fois qu'un paramètre est à régler en particulier pour votre interface, quel que soit l'onglet, c'est bien ici, dans les préférences, que vous devrez vous rendre. Allez, on passe à la fenêtre centrale, la fenêtre certainement à l'intérieur pour laquelle il y a de plus de choses à dire. A tout de suite. Dans la fenêtre centrale, vous avez donc les vignettes des images qui sont présentes dans le répertoire que vous aurez sélectionné à gauche, et vous avez au sommet de cette fenêtre un bandeau qui va vous permettre de filtrer, trier vos images, mais de faire d'autres choses encore. Vous avez ici un petit bouton pour supprimer, pour voir toutes les images du dossier, ou supprimer le filtre en cours. Vous avez ici la possibilité de filtrer par étoile. Si par exemple je clique ici, j'ai toutes les photos qui n'ont pas d'étoile. À partir d'une étoile, vous voyez que je commence à filtrer. À 2 étoiles, cela se réduit. À 3 étoiles, j'en ai plus qu'une. À 4 et à 5. Lorsque je veux supprimer mon filtre, il me suffit de cliquer là-dessus pour voir toutes les images. Je peux très bien sélectionner aussi un filtre de couleur. Si par exemple je veux voir toutes les photos qui ont un label de couleur rouge, il me suffit de cliquer là-dessus, ou jaune, ou vert, etc., etc. Pour l'instant, dans les images qui sont sélectionnées, il n'y en a pas, mais si par exemple je viens appliquer un label de couleur sur ma photographie, je vais mettre un rouge par exemple, dès lors que je filtre, vous voyez que je me retrouve avec cette photographie labellisée en rouge. Ici toujours, pour annuler le filtre en cours. Ici j'ai deux petits pictos, un qui me permet d'afficher les images qui sont non sauvegardées, c'est le cas de celle-ci, et si je clique sur le vert, celles qui ont été sauvegardées. Il se trouve qu'aucune de celles-ci ne l'ont été, mais sachez que vous pouvez les afficher par ce biais-là. Sachez aussi qu'en rappuyant sur un bouton de filtre, vous réactivez la fonction précédente. Ici, je vais afficher le contenu de la corbeille, vous voyez qu'il est vide, mais vous allez voir que dans un instant, il ne le sera pas. Et ici, je peux montrer seulement les images qui ne sont pas effacées. Si je clique dessus, bien entendu, elles sont toutes là, puisque aucune ne l'est. Si par exemple je veux supprimer cette photographie, il me suffira de cliquer sur le picto de la corbeille, cette photographie sera donc déplacée sur la corbeille, et si je clique cette fois-ci sur le filtre de corbeille, je verrai mon image à l'intérieur. En cliquant sur ce picto, je l'efface définitivement. En cliquant sur celui-ci, je reviens en arrière et je le réintègre dans mon dossier en cours. Ici, je vais pouvoir voir les images originales. Si par exemple cette photographie est extraite d'un DNG et que ce DNG est placé plus haut dans la liste des préférences à navigateur de fichiers, extension considérée, eh bien il m'affichera la version dont la terminaison, dont le suffixe est le plus haut dans la liste. Nous avons ici un bouton d'information. Si je clique dessus, j'affiche ou je n'affiche pas des données EXIF présentes en dessous de la vignette, et bien entendu, le plus et le moins vont vous permettre d'agrandir vos vignettes afin de naviguer comme bon vous semblera. Nous avons ici une petite fenêtre chercher. Si je cherche par exemple la photo numéro 456 et que je fais entrer, vous voyez qu'il va me la chercher directement. Cela permet de faire des recherches directement dans votre navigateur de fichiers pour chercher une photo en particulier. Cette petite fenêtre, je peux la faire disparaître si je vais dans les préférences dans navigateur de fichiers, dans Général. Je peux ici choisir barre d'outils compacte dans les navigateurs de fichiers. Si je clique ici et que je clique sur OK, vous voyez que ma bande supérieure s'est comprimée et s'est amputée de cette petite fenêtre de recherche. Sur chacune des vignettes, vous avez donc la possibilité dynamiquement de placer des étoiles, mais vous pouvez, grâce au bouton droit de la souris, accéder à un menu contextuel qui va vous permettre de faire des choses beaucoup plus complètes, beaucoup plus intéressantes. Sélectionnez un rang pour vos images, un label de couleur, sur les opérations sur les fichiers pour les renommer, les retirer de la file, les copier, les déplacer, les mettre dans un autre répertoire.
les opérations sur les profils qui vont vous permettre d'appliquer un profil déjà enregistré, voire un profil partiel, réinitialiser le profil par défaut ou remettre le profil à 0. Vous aurez la possibilité donc dans ce menu contextuel de faire des tas de petites choses intéressantes. Une petite roue dentée, lorsque je clique sur cette petite roue, je balance ma photo directement ici dans la file d'attente, vous voyez que je la retrouve là, et je peux bien entendu tout de suite l'exporter avec les paramètres que j'aurai choisis, mais nous le verrons dans quelques instants. Petit plus, coupe, enlève la photo de la file d'attente et la renvoie où elle était. Que vous dire de plus? Ici vous avez un petit pictogramme qui vous permet de déplacer votre photo dans la corbeille. Ici vous avez la possibilité d'appliquer un label de couleur. Bref, une sorte des petits outils de tri et de catalogage assez faciles à utiliser et assez, comment dirais-je, courants. Sur le côté droit, enfin, nous avons une fenêtre avec deux petits onglets, filtrer et inspecter. Sur filtrer, dès lors que vous sélectionnez cette petite case à cocher, vous allez pouvoir activer le filtre sur métadonnées et ne sélectionner par exemple les photos qui ne sont qu'entre 100 et 200 ISO. Par exemple, je vais sélectionner 200 ISO ici, et vous voyez que je réduis le champ de ma recherche, car toutes les photographies en deçà de 100 ISO et au-delà de 200 auront été ignorées. Vous l'aurez compris, ce qui est valable pour les ISO est valable pour la longueur focale et pour d'autres paramètres encore que vous irez chercher à l'intérieur. Je peux par exemple sélectionner seulement les fichiers JPEG et vous voyez que tous les fichiers CRW auront été ignorés dans ma recherche. C'est un outil pratique lorsque vous devez faire un petit peu le ménage dans la navigation de fichiers, lorsque les répertoires sont chargés avec beaucoup de photos, encore plus si ces photos sont issues de différents boîtiers ou de différents objectifs. Je vous le dis, il y a un deuxième petit onglet, l'onglet Inspecter, ça on en reparle tout de suite. Vous pouvez afficher la fenêtre de l'inspecteur soit en cliquant sur l'onglet bien entendu, soit en faisant le raccourci CTRL-I, auquel cas vous verrez immédiatement votre inspecteur s'afficher. Sur votre gauche vous aurez toutes les vignettes de votre répertoire en cours et sur votre fenêtre de droite une fenêtre de visualisation. Fenêtre de visualisation dont vous allez pouvoir faire évoluer les fonctionnalités. En cliquant sur le petit raccourci I ou sur ce petit pictogramme, vous allez pouvoir afficher ou non des données EXIF, revenir sur la valeur de l'appareil photo, le RAW rapide avec une courbe linéaire, une courbe type film, différentes courbes que vous allez pouvoir afficher, les pixels RAW écrêtés, et bien entendu, vous aurez la possibilité de la passer à l'échelle 1. Dès lors que vous l'avez fait, il vous suffira de vous rendre sur votre vignette, excusez-moi j'étais pas sur la bonne, et de naviguer ainsi et de regarder votre photo à l'échelle 1. Si vous avez le désir de comparer deux photographies, il vous suffira de cliquer sur ce petit picto. Vous aurez donc une deuxième fenêtre qui s'ouvrira, deuxième fenêtre dans laquelle vous pourrez sélectionner une autre photographie et de la même manière faire vos comparaisons, y compris à l'échelle 1. Auquel cas, ce seront les deux photos simultanément qui viendront se mettre à l'échelle 1 et vous pourrez bouger les deux et les comparer. Vous recliquez sur votre petit picto, vous repassez sur une seule photo et en rapport cadré sur votre image, pleine fenêtre. Vous avez la possibilité quand même de cliquer sur ce petit pictogramme afin de venir sélectionner d'autres répertoires pendant que vous êtes encore dans l'inspecteur. Vous avez cette liberté-là. Ces petits pictos, on en reparle dans un instant. À tout de suite. On trouve un petit peu partout dans le logiciel ce pictogramme-là. On le trouve dans le navigateur de fichiers, on le trouve dans l'éditeur de votre logiciel, mais on le trouve aussi dans l'inspecteur. Je vous en parlais à l'instant. Ces petites poignées permettent, ces petits pictos aux poignets permettent d'escamoter les panneaux latéraux ou supérieurs. Je vous conseille vivement de retenir ces raccourcis qui vous seront bien pratiques, bien utiles lorsque vous voudrez dégager votre interface de panneaux qui pourraient vous gêner dans la tâche que vous êtes en train d'accomplir. L permet d'escamoter le panneau de gauche, CTRL L le panneau de droite, SHIFT L vous permet d'afficher ou non le film roll, donc le panneau supérieur, et Alt L vous supprime automatiquement tous les panneaux. Ce qui marche dans l'éditeur marche aussi dans le navigateur de fichiers, vous voyez L ou CTRL L, vous voyez, et vous pouvez aussi vous en servir dans l'inspecteur ou dans le navigateur CTRL L, L. Vous voyez, c'est très pratique. Retenez L pour la gauche, CTRL L pour la droite, SHIFT L pour le haut et Alt L pour vous débarrasser de tous les panneaux simultanément. Nous allons maintenant
placer dans la file d'attente, hop, quelques photographies, voilà qui est fait. Ces photographies, grâce à ce petit picto, je les ai transférées ici. Et maintenant, nous allons parler justement plus précisément de cette file d'attente. A tout de suite. La file d'attente est un outil très pratique, très pratique, lorsque vous faites plusieurs retouches et que, au fil de l'eau, vous voulez les stocker dans un endroit particulier afin de revenir dessus plus précisément en choisissant l'ordre, etc. Vous allez voir, les fonctionnalités sont très avancées dans la file d'attente. C'est un outil très pratique. Dès lors que vous cliquez sur ce bouton ici, en passant de off à on, vous allez lancer les photos dans l'ordre d'arrivée dans la file d'attente. Elles seront donc traitées les unes après les autres et seront exportées dans le répertoire de votre choix. Si vous cliquez sur ce petit picto démarrage automatique, dès lors que vous placez une photo, que vous envoyez une photo à la file d'attente, elle sera saisie automatiquement et sera exportée avec les paramètres que vous aurez réglés ici. Cependant, comme les concepteurs vous le conseillent, je m'associe à leur conseil aussi, ne cliquez pas sur démarrage auto. Pour une raison simple, c'est que si vous avez parmi ces photos une photographie qui a subi de gros réglages, notamment dans la gestion du bruit, enfin avec des paramètres qui entraînent des calculs très lourds, si cette photo est placée en tête de file d'attente, elle retardera le boulot de traitement des autres photos. Mieux vaut pour cela revenir en arrière et se servir des outils que je vais vous montrer maintenant. Au-dessus de chaque vignette, vous avez des petits pictogrammes. La croix, bien sûr, retire de la file d'attente votre photographie, mais grâce à cela, vous pouvez déplacer, vous voyez, vos photos, soit à la fin, soit au début de votre file d'attente. Ce qui est possible avec ces pictogrammes est possible aussi avec le menu contextuel bouton droit. Vous pouvez l'ouvrir dans l'éditeur, sélectionner tout, le déplacer, etc. Bref, un petit menu bien sympa. À droite, vous avez les emplacements de sortie. Soit vous enregistrez dans un dossier comme celui-ci, auquel cas vous cliquez sur votre petit bouton qui vous permet de naviguer dans votre système et d'aller choisir le répertoire de sortie de destination, soit vous utilisez un modèle. Vous remarquerez que dans la fenêtre, des petits signes assez étranges apparaissent. Si vous laissez le pointeur de votre souris dessus et que vous laissez votre pointeur, vous aurez une petite bulle d'information qui vous donnera le nom et la correspondance des balises. Par exemple, pourcentage des 4 correspond à votre home. En composant votre modèle de destination à partir des informations données dans cette fenêtre, vous pourrez exporter les photographies selon un modèle choisi. Personnellement, j'utilise plutôt enregistrer dans le dossier et je sélectionne le dossier de mon choix. J'aurai la possibilité, en cliquant sur cette petite case à cocher, d'appliquer les profils suivants à l'export. Si je clique sur le menu déroulant, je peux par exemple appliquer le profil Fuji 800Z. Je peux aussi appliquer des profils perso, des profils partiels que j'aurai créés moi-même. Ces profils, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Enfin, à droite, vous avez la possibilité de sélectionner le format de fichier. Vous voyez que nous avons du JPEG et du TIFF 8 bits, du TIFF 16 bits, 16 bits à virgule flottante et 32 bits à virgule flottante. C'est très bien. Et bien sûr du PNG en 8 et 16 bits. Vous avez la possibilité de régler le taux de qualité JPEG, soit par ce petit bouton, soit par le curseur glissière. Et vous avez bien entendu la possibilité de choisir une meilleure compression, une compression équilibrée ou une meilleure qualité. Enfin, une petite case à cocher vous permettra d'enregistrer les paramètres de traitement avec l'image. Si je sélectionne par exemple cette photographie et que je clique sur le bouton On, regardez bien le petit pictogramme en forme de pause rouge, si je clique, vous voyez qu'il passe au triangle vert, vous indiquant que la file d'attente est en train de travailler. Lorsque votre photo sera exportée, hop, vous voyez, elle disparaîtra et elle passera automatiquement à la suivante. Vous remarquerez que la photo à exporter en cours perd ses pictogrammes. Petit à petit, toutes ces photographies vont sortir de la file d'attente et vont être exportées. On se voit maintenant pour parler éditeur. A tout de suite. La fenêtre de l'éditeur étant très riche, nous allons procéder donc par étapes. Dans la partie supérieure de la fenêtre de l'éditeur, nous avons à notre disposition ce qu'on appelle un film roll, donc un petit bandeau qui contient les vignettes correspondant aux photographies qui sont dans le répertoire en cours. Lorsque vous êtes dans un répertoire et que vous cliquez sur une image pour l'envoyer dans l'éditeur, cette image se retrouve ici, mais toutes les vignettes, toutes les images présentes dans le répertoire en cours se retrouvent dans votre film roll. Vous pouvez donc ainsi sélectionner les images depuis votre film roll sans repasser par votre navigateur.
Petite précision, vous voyez que l'image qui est en bas dans la fenêtre de l'éditeur n'est pas calée avec le film roll. Si je clique sur le X, vous voyez que mon film roll se recale exactement à l'endroit où se situe l'image dans l'éditeur en cours. Dans la partie supérieure du film roll, vous avez exactement les mêmes pictogrammes de tri, les mêmes fonctionnalités que nous avons vues dans le navigateur. Nous les ignorerons donc car elles sont rigoureusement identiques. Souvenez-vous, Shift L fait disparaître le panneau. Vous voyez que mon image est plus ou moins grande selon que je fasse un contrôle molette de la souris, vous voyez, mais si je clique sur la touche F, je recadre mon image plein cadre. Si j'appuie sur la touche Z, je zoome, et vous voyez que, à l'échelle 1/1, un petit rectangle, un petit carré rouge est venu se nicher dans la fenêtre de visualisation située en haut à gauche de votre interface. En le pinçant avec le bouton gauche de la souris, je vais pouvoir naviguer dans mon image. Si à l'aide de la contrôle molette, je fais varier la taille de mon niveau de zoom, vous voyez que la taille du petit rectangle varie lui aussi, enfin elle aussi, pardonnez-moi. Un petit coup de F vous replacera directement dans la fenêtre de l'édition. Sur la gauche, vous avez donc une fenêtre de l'éditeur avec un liseré rouge dont je viens de vous parler. En dessous, des valeurs RVB, LCH et Lab qui correspondent exactement à l'endroit où se situe le pointeur de ma souris dans l'image pour vous afficher donc des valeurs. Ces valeurs, vous pouvez en faire varier le type d'affichage en cliquant sur les colonnes. Ici, entre 0 et 1, en pourcentage, ou de 0 à 255 si vous voulez un affichage par canal. Vous voyez, hop, ici, je suis entre 0 et 1, ici, en pourcentage, et ici, en valeur canal. Pratique, non? Juste en dessous, vous avez la fenêtre de l'historique. Comme nous n'avons pas réalisé de tâche pour l'instant, celle-ci est désespérément vide, mais vous verrez que cette fenêtre se chargera à mesure que vous créerez des paramètres. Enfin, vous aurez une petite fenêtre d'instantané avec un plus et un moins. Les instantanés, on en reparle dans un petit instant. Mais d'abord, nous allons nous concentrer sur les pictogrammes situés en haut de la fenêtre d'édition, pictogrammes qui vont vous permettre d'accéder à des fonctionnalités très intéressantes. Le raccourci I ou ce petit pictogramme, c'est toujours le même dans l'interface, vous permet d'afficher ou non des données, EXIF. Ce petit pictogramme pour comparer avant-après, on en reparle dans un instant avec les instantanés. Ici, nous sommes en mode pointeur. Vous voyez que lorsque je suis dans ce mode, j'ai une petite main que je peux faire apparaître en cliquant gauche sur ma souris et en pinçant. Je peux déplacer mon image. Un F la recadre automatiquement. Ce petit picto va activer la balance des blancs. Raccourci W. Si je clique dessus, je vais pouvoir prendre un échantillon sur mon image, mais surtout regarder ce qui se produit à droite. Si je clique, hop, automatiquement je me retrouve avec un pointeur sur mon image qui me permet de venir piper le blanc, mais surtout le logiciel ouvre automatiquement le module correspondant, le module de balance des blancs, très pratique pour venir faire les corrections dans la balance des blancs à partir de l'échantillon que vous aurez pris. Puisque je parle d'échantillon, voici un autre picto très intéressant. Celui-ci vous permet de poser avec le bouton gauche des points sur votre image pour afficher les données RVB. J'en profite justement suite à un échange sur YouTube avec mon nouvel ami Jean-Luc Brusorio qui m'avait posé la question de savoir comment faire pour changer ces valeurs RVB en Lab ou en LCH. Cette petite combine n'est pas inscrite dans l'aide en français ou en anglais, mais figurez-vous qu'en cherchant un petit peu, j'ai réussi à trouver qu'en faisant un shift-click sur la fenêtre, vous voyez qu'avec le bouton gauche, on peut faire varier les valeurs. Et figurez-vous que l'ami Jean-Luc, lui, m'a livré une autre combine en se livrant lui aussi à quelques petites manipulations. En faisant un contrôle molette sur cette petite fenêtre, je peux faire varier la taille de l'échantillon. Donc un grand merci à Jean-Luc qui nous fait encore la démonstration qu'une communauté bien remplie avec des gens bien sympas, ça produit toujours de très très bons effets. J'ai mis des points d'échantillonnage partout. Si je veux les supprimer, il me suffit de faire hop, un bouton droit sur chaque point ou un contrôle clic droit hop, pour les supprimer tous. Contrôle Shift droit, pardonnez-moi, Contrôle Shift droit. Si vous avez besoin de vous rappeler des raccourcis, en laissant votre pointeur de souris sur le petit picto, vous aurez à votre disposition tous les raccourcis. Juste après, nous avons un picto pour le recadrage, le rognage. C'est le raccourci C. De la même manière que pour la balance des blancs, regardez ce qui se produit lorsque je clique dessus. Hop, automatiquement, notre logiciel ouvre directement le module de rognage, très pratique pour pouvoir régler justement le recadrage dans mon image. Je vais repasser en mode navigation et cliquer sur le dernier picto de la ligne, l'outil horizon. Si je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner une ligne, la lâcher
et vous voyez que ma photographie va se réorienter dans le bon sens, enfin dans le sens de cette ligne, tout simplement avec le bouton gauche de ma souris. Juste après, j'ai plusieurs couleurs de fond à ma disposition. Je peux choisir une couleur de fond noir, gris, si je veux apaiser mon œil et mieux évaluer mes contrastes. Et je peux aussi, selon les cas de figure, choisir un arrière-plan blanc. Ici, j'ai 4 petits pictos qui vont vous permettre d'afficher les différents canaux. Canal rouge, canal vert, canal bleu ou le canal de luminosité. Bien entendu, je suis sur une photographie en noir et blanc, mais si je sélectionne une photographie en couleur, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Canal rouge, canal vert, canal bleu ou le canal de luminosité. En rappuyant sur le canal, je reviens à la photographie d'origine. Ici, j'ai un petit bouton qui me permet d'afficher la tonalité de l'image en fausse couleur. Regardez, si je clique dessus, je vois apparaître des tas de couleurs, vertes, violettes, bleues, etc. Ces couleurs sont les couleurs qui identifient en indice IRE l'exposition de votre image. Toutes ces fausses couleurs qui vous donnent des indications sur l'exposition de votre image, vous pouvez les retrouver dans l'égaliseur tonal. En cliquant sur montrer la carte tonale, vous verrez en face de chaque curseur un point de couleur correspondant aux zones sur lesquelles va agir ce curseur. Et ces zones, vous les retrouvez là-dedans. Ici, un pictogramme qui me permet d'afficher ce qu'on appelle le masque de focus. Lorsque je clique dessus, je vois des tas de petits points de vert apparaître en mappage comme ça, qui nous indique exactement où se situe la mise au point. Ici, j'ai le masque de contraste de netteté qui est lié à l'outil de netteté dont je parlais dans Rotarapi et sur lequel je reviendrai encore une fois dans Art. Ici, j'indique les zones écrétées et les zones bouchées, zones dont je peux faire varier la valeur, le seuil dans les préférences. Ici, je peux, si j'appuie sur ce bouton, activer le profil colorimétrique de travail pour que ces données soient transmises dans l'histogramme. Si j'en ai sélectionné un, eh bien, mon histogramme varie en fonction du profil choisi. Sinon, il passera par le profil par défaut. Je peux faire tourner mes images dans le sens horaire. Je peux faire un miroir horizontal et un miroir vertical. Allez, on passe au picto qui se situe en dessous de la fenêtre de l'éditeur. A tout de suite. Dans le bas de la fenêtre de l'éditeur, il y a aussi des fonctionnalités très intéressantes. Sur ce petit picto en forme de disquette, si je clique dessus, je vais enregistrer mon image. Je vais donc la mettre dans un répertoire dans l'état où elle est exactement. Le raccourci est CTRL-S. Si je fais en revanche CTRL-SHIFT-S ou un CTRL-clic sur la disquette, je vais balancer directement mon image en export rapide, c'est-à-dire qu'elle va être exportée selon un format appauvri, redimensionné, de manière à créer des photographies moins lourdes pour, par exemple, des échanges sur Internet. Ces paramètres d'export rapide, vous les retrouvez dans les préférences à export rapide. Là-dedans, vous aurez soit le profil dédié, soit le standard à partir duquel vous allez pouvoir sélectionner tous les paramètres de votre export rapide. Juste à côté, vous avez un petit picto en forme de planche à dessin, enfin de palette de couleurs. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez exporter votre image dans votre éditeur de photos favori, par exemple GIMP. Sachez qu'il existe des scripts dans les commandes utilisateurs qui vous permettent de choisir, en cliquant sur ce bouton, entre plusieurs logiciels. Par exemple, ouvrir dans Digicam ou bien ouvrir dans un autre logiciel. Ces commandes utilisateurs sont très pratiques car elles ont été implémentées depuis la version 1.4. Elles vous permettent, en mettant des scripts dans des répertoires bien précis de Art, des petits scripts donc qui vous permettent de faire des choses. Si je reviens sur le navigateur de fichiers et que je fais un bouton droit sur une image, vous voyez que j'ai opération sur les fichiers, sur les profils, etc. Si je sélectionne au moins 2 photographies et que je refais un bouton droit, cette fois-ci je vois apparaître commande utilisateur. À droite, je vois Hugging. Si je clique dessus, elles partiront dans Hugging pour en créer par exemple un panorama. Mais sachez qu'il existe à la disposition des utilisateurs, au travers du Bitbucket de Art, différentes possibilités d'export dans les commandes utilisateurs, des tas de fonctionnalités avancées que je vous inviterai à explorer dans un autre tuto.
Mais pour l'instant, nous allons revenir sur l'éditeur et continuer à regarder un petit peu ce qui s'y passe. En bas, nous avons une barre de progression pour les réglages en cours, la possibilité de choisir un profil avec un mode de colorimétrie relative, absolue ou perceptuelle. Vous avez la possibilité ici de sélectionner un épreuvage d'écran et sur ce bouton-là, d'afficher les pixels qui sont hors gamut dans le profil que vous aurez choisi. Ces deux flèches droite et gauche vous permettent de vous déplacer dans le film roll, tandis que les deux flèches verticales correspondent exactement au raccourci X que je vous donnais pour synchroniser le film roll avec la vignette en cours. La petite loupe permet de dézoomer, la loupe plus de zoomer. Vous pouvez aussi, à l'aide de contrôle molette, faire exactement la même chose de façon plus souple. Celui-ci correspond au raccourci F, donc vous cadrez votre image plein cadre. Ici, vous avez la possibilité de mettre un affichage à l'échelle 1 sur 1, donc l'équivalent du raccourci Z, zoom. Si je rappuie sur F, je reviens plein cadre. À droite, vous avez une petite fenêtre qui vous indique, enfin un petit picto qui vous indique quel est votre niveau de zoom actuellement. Vous voyez, contrôle molette, je fais varier ce facteur de zoom. Ici, je suis à 14%. Un petit picto très important pour certains modules qui ne fonctionnent qu'au rapport 1 sur 1, où vous ne voyez le résultat de vos réglages que au rapport 1 sur 1, comme par exemple la netteté. Dès lors que je clique sur ce petit picto, je fais apparaître une fenêtre. Dans cette fenêtre, j'ai des boutons qui me permettent de zoomer et de dézoomer. Et vous remarquerez que dès lors que je crée une fenêtre comme celle-ci, j'ai un petit rectangle rouge dans mon image et je peux ainsi me déplacer. Lorsque je clique sur le picto 1 sur 1, ma petite fenêtre passe à 100% et si par exemple j'utilise le module netteté, je pourrai voir immédiatement à l'écran le résultat de mes réglages. Si je suis sur un module à 1 sur 1, comme par exemple la netteté, vous voyez netteté, hop, j'ai une petite indication qui me met 1 sur 1, tous les modules qui vous affichent ce petit ratio vous indiquent que vous devez absolument soit zoomer votre image à 100%, soit créer une petite fenêtre de manière à voir le résultat de votre module. Au risque de rater ou de faire des bêtises si vous bougez des curseurs sur une image qui n'est pas à 100%. Vous avez enfin un petit picto qui vous permet d'escamoter simultanément grâce au raccourci M ou à ce picto les deux panneaux latéraux. Mais attention, les deux panneaux latéraux, pas le panneau supérieur. Le panneau supérieur, c'est un Shift L ou Alt L pour la totalité des panneaux. Voilà qui est à peu près tout pour la fenêtre de l'éditeur. Nous allons voir quelques petites subtilités encore sur cette fenêtre de l'éditeur. A tout de suite. Je vous le disais tout à l'heure, il y a donc une fenêtre d'historique, c'est bien normal dans Adero Teaser. Cette fenêtre d'historique est pour l'instant vide, ou en tout cas ne contient qu'une seule ligne, puisque je n'ai fait aucun réglage sur cette image. J'ai donc simplement une liste photo chargée. Je vais pouvoir enrichir cette pile d'historique avec différentes tâches que je vais exécuter dans mes modules, tâches qui vont venir se retrouver ici dans la pile d'historique. Sachez que Art, comme Rothérapie, ne garde pas en mémoire la pile de l'historique lorsque vous quittez le logiciel, lorsque vous quittez votre photo. En bas, nous avons une fenêtre d'instantané, je vais vous en parler un instant. Donc une fenêtre qui va vous permettre de créer des captures au fur et à mesure que vous retoucherez vos images. Si par exemple je clique sur le petit plus, je vais créer un instantané. Je peux le renommer, je vais l'appeler test 1 par exemple, et cliquer sur la touche entrée. J'ai donc immortalisé, en quelque sorte figé, cette capture d'écran, le développement de mon image au moment où j'ai cliqué. Vous voyez que ma pile historique s'enrichit d'une nouvelle ligne puisque j'ai créé un instantané numéro 1. Je vais maintenant utiliser le module noir et blanc, l'activer pour désaturer mon image et je vais créer un nouvel instantané que je vais appeler test 2. Voilà qui est fait. J'ai donc une version noir et blanc et une version couleur. En cliquant sur mes différents instantanés, je peux naviguer entre les différentes versions de ma photo en cours de retouche. Mais je peux faire d'autres choses, comme par exemple faire des comparaisons avant-après, très pratique pour voir si le réglage que vous avez appliqué et que vous avez immortalisé dans une capture est intéressant dans le détail par rapport à une autre capture que vous aurez faite. Si je clique sur ce petit picto, ici, raccourci Shift B, je vais pouvoir donc comparer deux images. Je clique sur par exemple la vignette de gauche, je vais verrouiller le avant. Celle-ci donc sera verrouillée dans cette fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, je vais sélectionner mon test 2.
Je retrouve donc mon noir et blanc ici, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir zoomer, comparer, bouger mes deux versions en même temps pour voir laquelle des deux est la plus sympa, et si mon réglage est efficient par rapport à la vue précédente ou à une autre capture, n'importe laquelle. Si Art comme RAW-thérapie ne garde pas en mémoire l'historique, sachez en revanche que les captures restent ancré dans l'image, donc même si vous quittez votre logiciel, votre photo gardera ces instantanés. Et les instantanés gardent tous les réglages et tous les modules actifs qui auront servi à transformer cette photo au niveau au moment où l'instantané a été pris. Donc vous garderez de toute manière dans vos instantanés tous vos réglages et vous garderez tous vos instantanés dans vos images. Allez, on va continuer à regarder ce qui se passe à droite de l'interface. À tout de suite. Il nous reste à avoir un outil indispensable dans Art, mais comme dans tous les logiciels en règle générale de retouche, j'ai nommé bien entendu l'historique. L'historique dans Art comme dans RAW-thérapie est un historique qui est très riche en fonctionnalités et qui vous offre des options très intéressantes. Vous remarquerez que mon histogramme se situe en haut et à droite de mon interface, alors que par défaut, dans Art, comme dans RAW-thérapie, il se situe à gauche au-dessus de la fenêtre de visualisation. Si vous voulez le faire déménager de l'autre côté ou de ce côté-là, vous vous rendez dans les préférences, dans Général, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur cette case à cocher, de déplacer vers la gauche ou vers la droite votre histogramme. Vous voyez qu'il se retrouve au-dessus de la fenêtre de visualisation, mais personnellement, je le place toujours à droite, de manière à ce qu'il soit aligné verticalement avec des outils, notamment comme l'outil courbe. Voilà. Cet histogramme a donc des fonctionnalités très intéressantes. Il vous permet d'afficher ou pas les différents canaux, le rouge, le vert ou le bleu, mais aussi la courbe de luminance, la courbe de chromaticité, ici représentée par ce petit liseré jaune. Il vous permet d'afficher ou de cacher les données brutes de votre image. Et vous avez la possibilité aussi de changer la proportion d'affichage des pixels dans un affichage différent, soit linéaire log, soit log-log. Donc vous voyez que la proportion entre l'abscisse et leurs données, la représentation de ces pixels dans votre histogramme change selon que vous appuyez sur la première, la deuxième ou la troisième version. Ici nous sommes en mode assez classique, le mode linéaire. En dessous de mon histogramme, j'ai un petit bandeau. Lorsque je déplace le pointeur de ma souris, je vois quatre petites barres se déplacer. Donc le canal rouge, le point rouge, le point vert et le point bleu, plus le point de luminance. Hop, vous voyez que lorsque je me déplace, il me dit exactement où il se situe dans l'histogramme. Cette petite bande, si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la supprimer en cliquant sur ce picto. Il nous resterait à voir cette ligne très mystérieuse et très intéressante, mais cette ligne, nous n'allons pas en parler dans le tuto numéro 13, car cette ligne est si importante dans le logiciel qu'elle va faire l'objet d'un tuto à elle toute seule. En effet, dans le tuto numéro 14, nous allons parler profil partiel, profil complet et profil dynamique. Vous allez voir que cette petite barre va vous rendre des milliards de services, des services indispensables à votre vie de retoucheur dans Art. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 13. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, vous le savez, c'est bon pour le référencement et pour le logiciel. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. À bientôt, salut, bye bye.